Chapitre 1. L'expansionnisme romain. Au IIe siècle avant notre ère, les guerres de Macédoine et la troisième guerre punique s'achèvent sur une victoire de Rome qui est de plus en plus puissante. Sous prétexte de protéger les libertés de chacun, la cité étend son autorité à toute la Méditerranée. Jusqu'à la troisième guerre de Macédoine, Rome ne pratique que l'impérialisme accidentel. Seule la menace extérieure pousse Rome à la guerre, par exemple contre les Carthaginois. La première guerre de Macédoine, 217-205 avant notre ère, n'a pour autre but que d'empêcher la jonction des armées d'Hannibal et de Philippe V de Macédoine, qui se sont alliés contre Rome. De 200 à 196 avant notre ère, les Romains et les Macédoniens entrent dans la deuxième guerre de Macédoine. Elle constitue l'acte de naissance de l'impérialisme romain, mais elle est ressentie par Rome comme un acte de défense dirigé contre Philippe V, héritier des royaumes d'Alexandre le Grand. La victoire est romaine et les Grecs sont libérés du joug des Macédoniens. Mais les Grecs eux-mêmes ne savent pas si Rome leur donne leur indépendance ou s'ils sont annexés. Ce manque de clarté dans leur statut provoque la troisième guerre de Macédoine entre -171 et -168 avant Jésus-Christ, contre les descendants de Philippe V, qui est radicalement anti-romain. C'est encore une victoire romaine. Le royaume de Macédoine est démembré en plusieurs républiques autonomes. Mais Rome impose ses conditions aux vaincus. Elle fonde le port franc de Délos à Rhodes, qui avait des sympathies macédoniennes, alors même que Rome conquiert et libère des territoires et quitte le pays par la suite. Elle constitue une clientèle de royaumes indépendants qui sont asservis non pas sur le plan politique, mais sur le plan du commerce. Il s'agit d'une expansion mercantile. Afin d'avoir des avantages commerciaux, les républiques nouvellement créées se soumettent à Rome sur le plan politique. Il y a malgré tout quelques rébellions et Rome soumet la Macédoine, qui devient la première province romaine d'Orient en -148. En -146, la Grèce devient à son tour la province d'Achaïe. Carthage, le cauchemar héréditaire des Romains, est toujours là. Sa mise à sac est décidée en -149 avant notre ère et s'achève en -146 avec le petit-fils de Scipion l'Africain, Scipion Émilien. Ce territoire devient la province d'Afrique et Carthage est complètement rasée. Numance, cité espagnole, tombe à son tour en -133, après un siège particulièrement cruel. Les peuples celtiques et gaulois se sentent menacés. Rome riposte entre -125 et -121 en renforçant Massilia ou Marseille et en fondant Aquae Sestiae ou Aix, ainsi que Narbo Martius, Narbonne. En -118, Rome fonde la province de Gaule transalpine, traversée par la voie domitienne, du nom du général conquérant de la région, qui relie l'Espagne à l'Italie. En -126, la province d'Asie est à son tour instaurée. La Méditerranée devient un lac romain. Malgré les immenses richesses issues des pillages et des conquêtes, Rome en investit énormément dans le bon fonctionnement de son armée. Mais Rome a un attrait intellectuel pour la culture grecque. On fait venir à grands frais des statues et des pylônes arrachés aux monuments grecs. L'architecture romaine elle-même est influencée. Le Romain, citoyen roi, vit désormais assisté quand il est pauvre et prince quand il est riche. Les demeures sont somptueuses et ce bien-être matériel s'accompagne d'une vraie révolution culturelle. Non content de parler le grec, le Romain aisé s'habille et se nourrit à la grecque. La Rome paysanne disparaît peu à peu au profit de la Rome capitaliste. Dans les milieux d'affaires et dans la classe politique qui mène les guerres, apparaissent des fortunes colossales. Malgré une loi interdisant aux sénateurs d'exercer une activité commerciale, c'est toute la classe dirigeante qui s'implique dans l'économie. Placements juteux et prêts à taux usuriers font rapidement croître les fortunes. Deux groupes émergent. D'une part, les chevaliers, fils de sénateurs, officiers, publicains, qui ne sont pas sous le joug de cette loi, et dont la puissance politique s'affirme grâce à leur maîtrise de l'appareil judiciaire. D'autre part,
Les affranchis, qui prêtant leur nom à des pratiques illégales et se soumettent bien volontiers à la pratique du clientélisme, sont de précieux auxiliaires de leurs patrons. À l'inverse, la paysannerie petite et moyenne et les artisans sont ruinés par les guerres, par l'augmentation générale du coût de la vie, par la dévaluation de la monnaie et par la concurrence des provinces nouvellement conquises qui se livrent une guerre des prix. Enfin, la population servile, prisonniers asservis au cours des guerres, est de plus en plus nombreuse sur le marché, de plus en plus maltraitée, et crée une situation dangereuse qui aboutit à la révolte. Emportés par un courant politique qui prône l'égalité, les esclaves mènent des guerres serviles, qui revêtent le double caractère de combat pour la libération et de lutte des classes. De nombreux pays sont gagnés par cette secousse. La plus longue et la plus sanglante de ces révoltes éclatera plus tard, en 73 avant Jésus-Christ. Menée par Spartacus, elle durera 2 ans. La Grande Guerre de Spartacus. Pendant 2 ans, un gladiateur thrace sème le désordre en Italie. Prenant conscience de sa faiblesse, Rome tremble, tandis que naît le mythe de Spartacus. S'évadant de son école de gladiateur à Capone avec une trentaine de ses compagnons, Spartacus appelle aussitôt les esclaves des grands domaines agricoles campagnans à se révolter. Suivi par 7000 hommes qu'il organise militairement, il va se retrancher sur le Vésuve. Grossissant de jour en jour, sa troupe ravage fermes, bourgs et villes, en Campanie et en Italie du Sud. Marchant ensuite vers le nord, sans doute dans le but de rentrer chez eux, et détruisant au passage l'armée de Lentulus, les rebelles ne résistent pas à l'attrait du pillage. Malgré l'avis de Spartacus, ils rebroussent chemin et ravagent de nouveau l'Italie. Cependant, traqués par Licinius Crassus, Spartacus et ses hommes décident de fuir par la mer, mais ils sont trahis par les pirates qui devaient les emmener. L'affrontement commence alors. Blessé gravement à la cuisse au début de l'action, Spartacus continue à combattre à genoux jusqu'à la mort. Ce drame de la paysannerie conduit les Gracques, 2 frères, à proposer une réforme agraire. L'idée est de lotir les paysans sans terre de l'ager publicus, ensemble de terres acquises par l'État romain en Italie et illégalement occupées comme pâturage par des grands propriétaires terriens. Tiberius, frère aîné, propose au vote cette réforme en 133, mais elle se heurte à l'opposition d'un autre tribun. Il fait déposer celui-ci et a la volonté de se présenter à un second mandat. Les conservateurs se soulèvent et Tiberius, est tué dans la rixe. 10 ans après, son frère cadet, Caius Gracchus, reprend le projet et l'améliore, prévoyant en plus des distributions de blé à la plèbe urbaine et des mesures en faveur des chevaliers pauvres. Les conservateurs empêchent également sa seconde réélection au tribunat de la plèbe en 121 avant Jésus-Christ. Au nom de la protection de la République, on assiste à une boucherie légale, au cours de laquelle Caius et 3000 de ses partisans sont assassinés par la force conservatrice. La question agraire continuera d'empoisonner la vie politique, et la tentative des Gracques n'est que le premier épisode d'un siècle énorme de guerre civile dont mourra la République.